C'est une photo de moi juste avant la remise des diplômes, la fin du lycée. Et pas longtemps après ça, quelques mois, j'ai commencé à fréquenter Tracy. J'avais 18 ans, presque 19, une éternité. Et avec le recul, j'aimerais pouvoir être à nouveau cette personne. J'avais des projets. Je voulais devenir auxiliaire juridique. C'était mon objectif. Mais je ne suis pas allée aussi loin. Parce que j'ai rencontré Tracy. Il a donc clairement changé ma vie. C'était presque la fin de ma vie. Quand j'ai rencontré Tracy, c'était tout nouveau. C'était étourdissant. Quand on commence à sortir avec quelqu'un, c'est comme un objet tout neuf. On était aux antipodes l'un de l'autre. Lui, le mauvais garçon, et moi, la fille pieuse. C'était vraiment ça. Normalement, les garçons comme Tracy ne m'intéressaient pas. Mais il avait quelque chose qui m'attirait. C'était comme s'il se fichait de ce que pensaient les autres. L'attitude de Tracy aurait dû me repousser. Mais aller savoir pourquoi, je me suis dit que je pouvais le faire changer. Il changera. Mais plus j'ai essayé, plus ça s'est aggravé. C'était violent. Une bombe prête à exploser. Au début de ma relation avec Tracy, on sortait souvent, au cinéma, etc. Mais le week-end, il avait toujours une excuse. On se voit ce week-end? Je ne peux pas sortir le week-end. Je me suis dit, ah bon? Pourquoi pas le week-end? Il prétextait à chaque fois qu'il devait faire quelque chose pour sa mère ou autre chose. Ma mère a besoin d'aide, je peux pas. C'est en rencontrant sa mère que je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Et quand je l'ai pris en flagrant délit de mensonge, il a finalement avoué. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Il passait ses week-ends en prison. Je purge une peine au commissariat près de la bibliothèque. Il avait volé de l'argent par effraction dans des kiosques à journaux, soi-disant pour payer son loyer. Il avait écopé de 30 week-ends. Il devait donc se présenter le vendredi et rester jusqu'au lundi matin. Étais-je contrarié qu'il ait fait ça? Oui. Étais-je fâché qu'il m'ait menti? Encore plus. Étais-je déçu d'avoir choisi quelqu'un comme ça? Au fond de moi, oui. Mais le cœur a ses raisons. Quand j'ai présenté Tracy à mes parents, ça a été quelque chose. Parce que je leur avais dit, quand vous le connaîtrez, vous l'aimerez. En pensant que Tracy se tiendrait bien. Mais c'était le cadet de ses soucis. Chaque fois que mon père abordait un sujet, Tracy le contredisait pour avoir le dernier mot. Il clamait haut et fort que mon père se trompait sur ce sujet, juste pour dire qu'il avait raison et mon père avait tort. C'était pénible à regarder.
Et ça m'a rendue furieuse, parce que je me disais, tais-toi, Tracy. C'est pas censé se passer comme ça. Respecte mon père. Vous avez tort. Au bout d'un moment, mon père m'a interdit de voir Tracy. Sors de cette maison. Tout de suite. J'ai dit, non, j'ai 18 ans. Tu ne m'interdiras pas de le voir. Je m'en vais. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Ça a changé ma vie pour toujours. Aujourd'hui, quand j'y repense, ça me fait mal d'avoir choisi Tracy plutôt que mes parents. Maintenant que mon père est parti, si je pouvais revenir en arrière, j'agirais différemment. Je suppose qu'ils savaient que Tracy ne changerait pas, et ils avaient raison. Il n'a pas changé. Mon père connaissait des policiers, des juges, des enquêteurs. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter Tracy, il a voulu en savoir plus sur lui. Qui est-il? Que fait-il? Quels sont ses antécédents? Mon père a vérifié tout ça. Et le casier judiciaire de Tracy était éloquent. C'était clair. Et mon père s'est dit, « Oh non, non, pas question. » Mon père et moi avions toujours été très proches et je pouvais lui parler de tout. Mais concernant Tracy, il ne voulait pas que je le voie. J'ai donc vécu chez diverses personnes tout en continuant à sortir avec Tracy. Puis on a emménagé dans notre propre appartement. J'ai blessé mes parents en ne les écoutant pas. Je sais qu'ils ne voulaient que mon bien. J'étais en colère contre lui, furieuse. Je me suis dirigée vers ma voiture sur le parking. Il est venu à ma rencontre. Mélanie! Non, ne t'approche pas de moi. Dans ma tête, je me disais, je veux partir, sortir de ce parking et m'éloigner de lui. Je ne veux plus en entendre parler pour l'instant. Il était devant ma voiture, alors j'ai dit, dégage tout de suite. Laisse-moi passer. Il s'est alors approché de la portière, il l'a ouverte et l'a violemment claquée. Il y avait du verre partout. Dans ma voiture, sur le parking, partout. Il y avait mis une telle force. Ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? S'il peut briser la vitre d'une voiture en fermant la portière, ouvre les yeux. S'il est capable de faire ça, que peut-il faire d'autre? Cette photo est dure à regarder. Quand je vois cette photo de Tracy, je ne vois pas la personne dont je suis tombée amoureuse il y a des années. Je vois le mal incarné. C'est vraiment dur à regarder. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi l'ai-je choisi? J'ai épousé Tracy en pensant qu'on pourrait avoir la même relation que mes parents. Je pensais que je pourrais avoir ça avec Tracy. Bizarrement, malgré les épreuves qu'on avait déjà traversées. C'est pour ça que je l'ai épousé. Je croyais qu'on vivrait la même chose. J'étais convaincue de pouvoir le changer. Mais plus j'essayais, pire c'était. De pire en pire.
Il finissait toujours par sortir de prison pour tous ses méfaits. Il se faisait taper sur les doigts. Et je me disais, allez, ça va changer. Avec un bébé, Tracy va vraiment changer. Il savait qu'il allait retourner en prison. Alors il m'a dit qu'il avait préparé la voiture et qu'on allait quitter l'État pour éviter de se présenter au tribunal. Autrement dit, je devais quitter ma famille juste après avoir accouché de ma fille. C'est la première fois que j'ai éprouvé de la haine pour lui. Ma mère était dans tous ses états. Elle a demandé à la police de lancer un avis de recherche. Elle ignorait ce qui se passait parce que je n'avais pas eu le temps de prévenir qui que ce soit. J'avais peur pour ma fille et aussi pour moi, parce que je ne savais pas ce qui nous attendait. Je me disais, est-ce qu'il refuse de changer ou est-ce qu'il s'en fiche d'être maintenant père de famille? Est-ce que quelque chose peut changer cet homme? Et puis, au bout de 8 jours, je lui ai dit, soit tu me ramènes au Kentucky, soit j'y retourne seule. Il a accepté de revenir. Quand on est revenu, ma fille devait avoir 10 jours. Tracy a été arrêtée et peu de temps après, ils l'ont libérée sous caution. Il a promis de changer. Et je voulais tellement que ça marche entre nous que je n'ai pas vu le danger venir. Un jour, on s'est disputé parce qu'il avait perdu son travail. Ils m'ont pris en grippe. J'ai rien fait de mal. Bien sûr que si! Je m'apprêtais à partir au travail et il en a remis une couche. Moi, je voulais qu'on s'arrête là. Mais il a continué à me contredire et je ne voulais plus l'écouter. T'as dit quoi, là? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors que j'ouvrais la porte pour sortir, il m'a poussé. Mon bras a vrillé et il s'est cassé. J'ai eu très mal. J'ai entendu l'os craquer et je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? J'ai dit, éloigne-toi de moi. Je crois que tu m'as cassé le bras. J'ai entendu un craquement. Il a dû penser que si j'allais à l'hôpital, il aurait des ennuis. J'ai dit, Tracy, je suis blessée. Laisse-moi aller à l'hôpital. Mais si tu y vas, dis-leur que t'es tombé. Reste fidèle à cette version. Quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'on m'a prise en charge, je leur ai dit que j'étais tombée dans l'escalier. J'ai protégé Tracy. Voilà qu'il me battait, qu'il devenait violent. À ce stade de notre relation, j'ai donc commencé à avoir peur. J'avais trop peur pour partir. Je me suis sentie prisonnière de notre couple. Tracy pensait certainement qu'en instillant un sentiment de peur en moi, je resterais avec lui. Et il a réussi. Puis, quand j'ai commencé mon nouveau travail, un type venait tout le temps. Je connaissais son nom parce que c'était le frère d'un employé. Et il a commencé à en pincer pour moi. Il venait à l'heure de la fermeture
et il s'attardait. Mélanie? Il me donnait vraiment la chair de poule. Puis, c'est devenu très délicat. J'étais stressée à cause de ce type qui venait toujours sur mon lieu de travail. Et ça ne s'est pas arrangé. Plus précisément, il me proposait qu'on sorte ensemble. Je disais non. Il recommençait, je disais non. Et c'était tous les jours, tout le temps. Je me disais, j'ai pas besoin de ça. Parce que j'essaye d'élever ma fille et de recoller les morceaux de mon mariage. Alors j'aimerais avoir une journée de travail normale, sans que ce type me tourne autour en permanence. Fatiguée de porter ce fardeau toute seule, j'ai décidé de raconter ce qu'il se passait à Tracy. Allons-y, le moteur tourne. Attends. Il a haussé les épaules, comme si ce n'était pas important. Tracy n'en avait rien à faire qu'on me harcèle. Ça m'a énormément perturbée parce que j'avais besoin qu'il y ait un réflexe de protection envers moi. Il n'a montré aucune émotion. C'était genre, ah, c'est ton problème. Ai-je été déçue? Oui. Blessée? Oui. Surprise? Non. J'avais toujours l'impression d'être suivie. En gros, je rentrais chez moi et le lendemain, ça recommençait. Jusqu'à ce que je fasse évacuer cet homme du magasin parce qu'il ne voulait pas partir. Pendant toute cette période, j'étais à fleur de peau. J'étais tout le temps sur le qui-vive. Et j'avais de bonnes raisons de l'être. Mais je ne me doutais pas que ça allait s'aggraver. Un soir, alors qu'on rentrait d'un barbecue organisé chez sa mère, on a découvert que les moustiquaires avaient été coupés. Et au moment où on s'est approché pour regarder ça de plus près, on a alors constaté que la fenêtre avait été calfeutrée. Quand on a vu ça, Tracy n'a pas réagi. Mais on a une fille qui vit ici. C'est quoi la suite? Mais ça ne lui faisait rien du tout. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Il n'a pas proposé d'enlever le silicone ou d'acheter une nouvelle moustiquaire. Rien. Tout portait à croire que la personne avait agi par l'extérieur. Et c'est effrayant de se dire que quelqu'un puisse faire ça chez vous. Je me suis dit, ça doit être mon harceleur qui veut me punir d'avoir fait venir la police pour lui. Au moment de rentrer chez nous, je me sentais donc nerveuse. Puis, j'ai levé les yeux et j'ai vu que le détecteur de fumée n'était pas allumé. Je me suis dit, bon, les moustiquaires ont été découpés, la fenêtre calfeutrée, et le détecteur de fumée ne marche pas. Et c'est alors que j'ai vu que les fils du détecteur avaient été coupés. Quand j'ai vu que notre détecteur avait été coupé, j'ai tout de suite soupçonné le harceleur. Il était venu chez moi. J'étais choquée de savoir qu'une personne était entrée pour faire des choses comme désactiver le détecteur de fumée. J'ai décidé que je devais agir pour ma sécurité et celle de ma fille.
J'ai alors poursuivi en justice le harceleur. Et le jour où je devais me rendre au procès, je me suis approchée de ma voiture. Et il y avait un mot dessus. J'ai eu peur de le lire, pour être honnête. Quand j'ai enfin eu le courage de le lire, c'était écrit « Si tu vas au tribunal demain, tu brûleras ». À ce moment-là, j'étais terrifiée. Je ne savais pas à quoi m'attendre ou à ne pas m'attendre. Il n'y avait plus aucune normalité dans ma vie. J'ai pensé qu'il cherchait à m'empêcher d'aller au tribunal. En fait, l'arrivée de ce harceleur a fait les affaires de Tracy. Tout s'est parfaitement mis en place. Un jour, j'ai éprouvé le besoin de parler à ma mère. Je sentais une menace imminente, mais sans pouvoir l'identifier. C'était un pressentiment. Je l'ai appelée 3 fois ce jour-là. Mes proches m'appellent Angel. Alors elle m'a dit « Angel, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu « Rien, maman. Je veux juste que tu saches que je t'aime. » Et je l'ai fait 3 fois. La 3e, elle m'a dit « Angel, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais je ne voulais pas lui raconter tout ce que j'avais vécu. Alors j'ai dit « Rien, maman, ça va. Je veux que tu saches que je t'aime. » Mais elle a deviné à ma voix que ça n'allait vraiment pas. Je me sentais stressée ce soir-là. Alors Tracy m'a donné ce qu'il appelait des pilules de relaxation pour m'aider à dormir. D'habitude, on se couchait ensemble. Ce soir-là, il ne l'a pas fait, ce que j'ai trouvé bizarre. J'ai immédiatement sombré dans le sommeil. Ces pilules étaient très fortes. Ce dont je me souviens ensuite, c'est d'entendre un grand whoosh. J'ai ouvert les yeux et il y avait des flammes partout dans la chambre. La porte était le seul moyen de sortir de cette pièce. Alors je savais que je devais l'atteindre, même s'il y avait des flammes partout. Ma première pensée a été « Je dois sortir d'ici et sauver ma fille ». J'ai sauté du lit au milieu des flammes. Elles m'arrivaient alors à la taille, mais je m'en fichais. Quand je suis arrivée à la porte, j'ai voulu l'ouvrir. J'ai essayé, mais ça faisait comme un élastique. Elle s'ouvrait un peu, puis se refermait en claquant. Je ne comprenais pas pourquoi ça faisait ça. J'ai essayé un grand nombre de fois. Tracy! La poignée me brûlait, la peau des mains. Mais je continuais d'essayer, parce que je savais que c'était la seule issue. Tracy! Tracy! Quand j'ai crié son nom, le suppliant de m'aider, suppliant Tracy de m'aider, tout ce qu'il m'a dit, et je me souviens clairement de ces mots, c'était « Sors de la même façon que t'es entré ». Quand j'ai compris qu'il ne m'aiderait pas, j'ai couru jusqu'au téléphone. Tracy était en train d'appeler les secours pour couvrir ses traces. C'était comme une mise en scène téléphonique, si je puis dire. Il disait « Dépêchez-vous, ma femme est en feu ». Alors j'ai crié « À l'aide! À l'aide! À l'aide! » Et l'opérateur a dit « Madame, pouvez-vous sortir ?» J'arrivais juste à dire « Non, je ne peux pas !» Je n'arrivais pas à me faire comprendre. Je me suis dit « Bon, je vais mourir ici. Personne ne va venir. Je ne vois plus rien. C'est tout noir. » Je me suis dit
Je ne vais jamais m'en sortir. Je me suis recroquevillée en attendant la mort. J'étais en position fétale. Mes vêtements avaient fondu sur ma peau. Il y avait du sang partout et... J'ai prié, « Seigneur, sors-moi d'ici. Sors-moi d'ici ou laisse-moi mourir. » Parce que ça faisait si mal, à tel point que j'ai fini par ne plus rien sentir. Ça m'a semblé durer une éternité. Mais juste après avoir prié qu'on me sorte de là, ou qu'on me laisse mourir, j'ai entendu mon voisin appeler mon nom. Mélanie! Mélanie, tu es là? Je me suis dit, je vais sortir d'ici. Et c'était une sorte de miracle, à défaut d'autres mots. Pour moi, c'en était un. Je suis retournée vers la porte et elle était ouverte. J'ai tout de suite traversé le couloir pour sauver ma fille. Mais il l'avait déjà évacuée. Je suis sortie et les pompiers sont arrivés. Quand ils m'ont vue, ils ont dit « Il va falloir les litreiller, on ne peut rien faire ». On m'a mise dans un hélicoptère et pendant tout le vol, j'ai entendu « On la perd, on la perd ». Je me souviens, entre deux pertes de connaissance, d'une lumière vive. Et je me suis dit « Ça va aller maintenant, ça va aller ». Puis, je suis tombée dans le coma. T'es sûre que t'es prête pour ça? Pas vraiment, mais je vais le faire. Ok. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur? Venez aider ma femme. Il y a le feu dans la chambre. Oui, votre nom et votre adresse complète, s'il vous plaît. Elle va mourir. Votre nom et votre adresse. Dépêchez-vous, je vous en prie. Monsieur, il est important que vous me donniez votre nom et votre adresse. Faites vite, elle va mourir. Entendre ça, ça fait tout remonter. Ça me ramène dans cette chambre. C'est comme si je ressentais à nouveau les flammes et tout ce qui se passe dans cette pièce. Les flammes au niveau de ma taille, mais aussi la panique. Je griffe pour essayer d'en sortir. Je ne peux plus respirer. Je comprends que c'est lui. Tout remonte. Vouloir sauver ma fille. Traverser le couloir pour l'atteindre. C'était mon but. Peu importe la douleur. Ma fille de 4 ans comptait sur sa maman, alors je devais être là pour elle. Je me souviens avoir dit que j'avais vu mon père dans le couloir. Puis un grand flash qui m'avait effrayée. Et je crois que si je ne m'étais pas mise à crier, il ne m'aurait pas prise avec lui. On a alors
traverser le parking en courant. On entendait maman depuis l'appartement. Je lui ai alors demandé où elle était. Et je me souviens qu'il ne m'a pas pris la main pour me consoler. Il m'a juste regardé et il a dit « Elle n'est plus là, il n'y a plus que nous ». Et c'est certainement le dernier souvenir que j'ai de mon père. Quand j'étais dans le coma, j'étais paralysée à partir du cou. C'était très bizarre. C'était comme si j'avais un gros livre au-dessus de ma tête qui racontait l'histoire de ce qui avait mené à l'incendie et des choses qu'il avait faites et que j'aurais dû voir. Le harceleur n'y était pour rien. Tracy avait tout manigancé. Le calfeutrage de la fenêtre, les moustiquaires découpés depuis l'intérieur, Tracy. Les fils du détecteur de fumée, Tracy. Sans compter le mot que Tracy avait écrit de sa propre main en se faisant passer pour le harceleur. L'homme en qui j'avais eu tant confiance avait fait tout ça dans le but de me tuer. Plus tard, j'ai appris combien il aurait touché si j'étais morte. Il y avait 375 000 $ d'assurance vie sur moi. Et je me suis dit, c'est ça que je vaux? Genre, c'est ce que je vaux pour lui? C'était comme un film d'horreur qu'on voit à la télé. Ces choses-là n'arrivent jamais. Mais ça m'est arrivé. Et j'avais juste envie de pleurer. Parce que je me disais, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Pourquoi? Quand j'étais dans le coma, je me souviens très vaguement être persuadée d'avoir senti que Tracy était entrée dans ma chambre. Et je vais fermer les yeux pour tenter de revivre ce moment. Dans le coma, c'était comme si mon ouïe était plus développée. J'ai su que Tracy était dans la pièce parce qu'il est entré en sifflotant et c'était sa façon de siffler. Ça sonnait toujours faux, alors j'ai su qui c'était. À ce moment-là, je me suis figée. J'attendais de voir ce qu'il allait faire. Il avait déjà fait ce qu'on sait, à savoir m'immoler. Quelle serait la suite? J'ai commencé à craindre pour ma vie, ou ce qu'il en restait. J'ai des frissons en pensant à ce que j'ai ressenti quand j'étais dans le coma, en sachant qu'il était là. Je savais que je ne pourrais rien faire s'il essayait de m'étouffer. Alors je me suis figée. En panique, je me fige et j'écoute. Là, je l'entends dire « Voilà ». J'ai pas fini le travail, mais je viens pour ça. Alors je me suis dit, oh non, il va me tuer, il va m'achever. Puis je l'entends débrancher des choses. Et là, je commence à manquer de souffle parce que je suis sous assistance respiratoire. Et il continue à siffloter en faisant ça. Et je me dis, est-ce que quelqu'un va venir? Je ne peux plus respirer. Et au moment où ça devient vraiment critique, j'entends les infirmières se précipiter pour voir ce qui se passe. Non! Qu'est-ce que vous faites? Elles étaient furieuses. J'ignore ce qui s'est passé hors de ma chambre. Mais il n'y a jamais remis les pieds.
Plus tard, j'ai appris que, comme il avait clairement voulu débrancher mes machines, un policier avait été placé devant ma porte. J'ai insisté. J'avais besoin de voir ma fille. Mais pour cette petite de 4 ans, qui jetait des coups d'œil furtifs à travers les jambes de son grand-père, pour voir cette personne censée être sa mère, ça a été horrible. Si elle se cachait, c'est parce que mon apparence l'effrayait. Je n'avais plus le même visage. Elle est devenue toute pâle. Mes mains lui étaient étrangères. Mes cheveux avaient été coupés très courts. Je ne ressemblais donc plus à sa maman. Et elle est devenue blanche comme un linge. L'enfant que j'avais mis au monde ne me connaissait plus. Alors, en sortant du coma, devoir m'accrocher à la vie pour elle et accepter le fait que j'allais devoir renouer le contact avec ma fille depuis le début, c'était... Ça m'a rendue furieuse. Vraiment. Parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Je devais la convaincre que j'étais là, que je n'étais pas morte. Ça va aller. Maman a survécu. Quand je suis sortie du coma et que les enquêteurs m'ont interrogée, ma fille a commencé à me raconter certaines choses qu'elle avait vues cette nuit-là. Et ça m'a fait mal, parce que personne ne veut que son enfant, quel que soit son âge, même adulte, vive l'expérience de voir son père biologique faire une chose pareille à sa maman, sa propre femme. Comment expliquer à un enfant pourquoi quelqu'un ferait ça à 4 ans? Comment lui expliquer? C'est impossible. À part dire que cette personne était méchante, une mauvaise personne. Après avoir disposé des draps attachés ensemble autour de mon lit, il a versé de l'essence dessus, puis il a relié la porte de la chambre à celle de la salle de bain avec des tendeurs. Ils ont parlé d'une tentative de meurtre. Et quand j'ai entendu ces mots, ça m'a secoué jusqu'à la moelle. Il y a des moments où, encore aujourd'hui, je suis terrifiée. Quand j'entends une sirène de pompiers, quand quelqu'un allume un feu de joie, quand j'entends un détecteur de fumée, toutes ces petites choses me ramènent à la nuit de l'incendie. Les flammes qui m'ont sauté au visage quand je dormais, la puissante explosion que j'ai entendue, ça me donne envie de courir le plus loin possible. Mais je ne peux pas, parce que ce n'est plus là. Et je dois souvent me le répéter, tu n'es plus là-bas. Je ne suis pas une victime. Je suis une rescapée.
Plus les médecins me disaient que je ne pouvais pas faire telle ou telle chose, plus ça me donnait la volonté de leur prouver que j'allais marcher, me servir de mes mains, conduire. Je conduis une voiture. C'est fou, non? Et être en mesure, après tout ça, de continuer à élever ma fille. Je remercie le ciel chaque jour de la voir. Elle sait que sans elle, je ne me serais pas accrochée à la vie. Elle a dû traverser tant d'épreuves qu'elle n'aurait jamais dû subir. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux préparer l'avenir et vivre le présent. Et je peux lui promettre que je serai toujours là pour elle. Et je lui dirai chaque jour que je suis désolée qu'elle ait dû subir tout ça. Je n'aurais jamais cru avoir cette vie aujourd'hui, parce qu'il y avait tellement d'obstacles en travers de ma route. Déjà, qui voudrait d'une personne balafrée de partout comme moi? Et mon nouveau mari m'a toujours traitée comme une personne normale. On se fréquentait depuis moins d'1 an quand il m'a demandé en mariage. Et on est mariés depuis 25 ans. C'est mon meilleur ami. Marseille, hiver 1998. La ville respire encore l'odeur du sel, du gazole et des nuits trop longues quand tout bascule. Il est un peu plus de 6 heures du matin lorsque le téléphone sonne dans un petit appartement du quartier de Saint-André, au nord du port. Une sonnerie sèche, insistante, qui coupe le silence comme une lame. À l'autre bout du fil, une voix tremble, cherche ses mots, puis lâche une phrase qui va s'enfoncer dans la mémoire collective comme un clou rouillé: elle n'est pas rentrée. Pas cette nuit. Pas à l'aube. Pas du tout. En quelques secondes, une disparition ordinaire devient un froid absolu, un de ces silences qui annoncent les pires tempêtes. Marseille 1998. Un visage manque à l'appel. Et personne ne sait encore que ce vide va durer des décennies. Dans la rue, le jour se lève lentement. Les rideaux métalliques des commerces sont encore baissés, les cafés n'ont pas sorti leurs chaises, les dockers arrivent par petits groupes, silencieux, fatigués. Rien n'indique que la ville vient d'entrer dans un cold case. Pourtant, quelque part derrière une porte fermée, une chambre est restée intacte. Le lit n'a pas été défait. Le manteau est toujours accroché. Le sac à main n'est pas là. Un détail. Puis 2. Puis une accumulation d'absences qui, mises bout à bout, dessine une scène inquiétante. Les proches parlent d'un retard, d'un imprévu, d'une nuit prolongée chez une amie. Mais les heures passent. Midi, puis le soir. Et cette phrase commence à circuler à voix basse, comme une rumeur toxique: elle n'a jamais fait ça. La police est alertée. Au début, tout est traité comme une disparition banale. Adulte, autonome, aucun signe de violence immédiate. On note l'heure, l'adresse, la tenue portée la veille. On demande si elle avait des problèmes, des conflits, des habitudes nocturnes. Les réponses sont floues, contradictoires, humaines. Marseille est une ville où l'on disparaît parfois pour quelques jours. La Méditerranée avale les secrets. Les quartiers se referment sur eux-mêmes. Mais très vite, quelque chose dérange. Une incohérence. Un détail qui cloche. La dernière personne à l'avoir vue affirme qu'elle allait rentrer chez elle. À pied. Quelques rues seulement. Un trajet qu'elle connaissait par cœur. Aucun appel. Aucun message. Aucun retrait bancaire. Comme si, à un instant précis, elle avait quitté le monde réel. Les enquêteurs se rendent sur place. L'immeuble est ancien, les murs épais, les escaliers sombres. Les voisins observent derrière leur judas. Certains affirment n'avoir rien entendu. D'autres disent avoir perçu un bruit sourd, peut-être une porte, peut-être une dispute, peut-être rien du tout. Les souvenirs se contredisent déjà. Dans la cage d'escalier, aucune trace évidente. Pas de sang. Pas de lutte visible. Mais cette sensation persistante, difficile à expliquer, que quelque chose a été effacé. Nettoyé.
Dissimulé. La disparition commence à prendre une autre dimension. Ce n'est plus un simple retard. C'est un trou noir. La presse locale s'en empare rapidement. Les titres sont prudents, mais le mot apparaît, discret, presque timide, disparition inquiétante. Les journalistes parlent d'une femme sans histoire, intégrée dans son quartier, connue de tous. Les photos publiées montrent un sourire figé, banal, presque rassurant. Et pourtant, ce visage devient un symbole. Dans les cafés, on en parle à voix basse. À la sortie des écoles, les parents resserrent les rangs. Marseille, habitué aux faits divers violents, sent que cette affaire est différente. Parce qu'il n'y a rien à voir. Rien à comprendre. Juste une absence. Les jours passent. Les battues s'organisent. On fouille les terrains vagues, les friches industrielles, les abords du port. Les plongeurs inspectent les eaux sombres, là où les courants brassent les déchets et les souvenirs. Chaque sac remonté provoque un arrêt du cœur. Chaque fausse piste épuise un peu plus les familles. La police reçoit des appels anonymes, des témoignages approximatifs, des rumeurs de bar. On parle d'un homme aperçu tard dans la nuit. D'une voiture sombre. D'un cri étouffé. Mais rien ne tient. Rien ne résiste à la vérification. Le dossier s'épaissit, mais le mystère demeure intact. Très vite, un détail attire l'attention des enquêteurs. Le voisin. Celui qui habite juste à côté. Un homme discret, presque invisible, connu pour son caractère fermé, ses habitudes étranges. Il a affirmé ne rien avoir vu, rien entendu. Pourtant, plusieurs habitants du palier se souviennent de bruits inhabituels cette nuit-là. Une porte qui claque. Des pas lourds. Un silence anormal ensuite. Le voisin est interrogé. Son récit est calme, trop calme peut-être. Il parle d'une soirée passée seule, devant la télévision. Aucun alibi solide, mais rien d'illégal non plus. À ce stade, ce n'est qu'un nom parmi d'autres, noté dans un rapport, rangé dans un tiroir. Les semaines s'étirent. La disparition devient officielle. Les affiches fleurissent sur les murs de la ville. Les traits du visage se déforment à force d'être photocopiés. Le regard semble suivre les passants, implorer une réponse. Les proches oscillent entre espoir et effondrement. Chaque appel inconnu fait battre le cœur plus vite. Chaque silence est une nouvelle gifle. Marseille continue de vivre, mais quelque chose s'est figé. Dans certains quartiers, on évite de rentrer seul le soir. On verrouille les portes plus tôt. La peur s'installe sans bruit. L'enquête piétine. Les enquêteurs accumulent les dossiers similaires, comparent, croisent. Rien ne relie cette disparition à une autre. Aucun réseau. Aucun schéma. C'est ce qui rend l'affaire insupportable. Elle est seule. Unique. Incompréhensible. Un inspecteur finit par prononcer le mot que personne ne voulait entendre, cold case. Le dossier est classé, sans être fermé. Une formule administrative qui sonne comme une condamnation. La vérité s'éloigne. Le temps commence son œuvre destructrice. Les années passent. 1999-2000. Le visage sur les affiches jaunies. Certains voisins déménagent. D'autres meurent. Les souvenirs s'effacent, se transforment. Le voisin, lui, est toujours là. Même appartement. Même porte. Même regard fuyant dans l'escalier. Personne ne le soupçonne officiellement. Mais dans le quartier, les murmures persistent. On parle d'un homme étrange, solitaire, parfois agressif. On raconte qu'il sort la nuit. Qu'il cache quelque chose. Des histoires sans preuve, mais qui refusent de disparaître. Pour les proches, le temps est figé. Chaque anniversaire est une blessure. Chaque fête, une absence criante. Ils apprennent à vivre avec le doute, ce poison lent qui empêche le deuil. Est-elle encore en vie? A-t-elle souffert? Où est-elle passée? Les questions s'accumulent, sans jamais trouver de réponse. Marseille, elle, a déjà tourné la page. D'autres crimes, d'autres scandales ont occupé l'espace médiatique. Le cold case s'endort, enfoui sous la poussière des archives.
Mais certaines affaires refusent de mourir. Elles restent tapies dans l'ombre, prêtes à ressurgir au moindre choc. Et dans ce dossier, quelque chose n'a jamais cessé de déranger. Un rapport mal classé. Une déclaration ambiguë. Une incohérence jamais expliquée. Le voisin. Toujours lui. Son nom revient, encore et encore, comme un refrain obsédant. Les années ont passé, mais le secret, lui, est resté intact. En 1998, une femme s'est volatilisée à Marseille. Et quelque part, derrière un mur trop silencieux, la vérité attend toujours. Le temps n'efface pas tout. Il polit, il émousse, il fatigue les nerfs, mais il laisse parfois intactes les fissures. À Marseille, l'affaire s'est enfoncée dans les archives, mais pas dans les consciences. Au commissariat, le dossier dort sur une étagère métallique, dos cartonné, tranche usée, une odeur de papier ancien et de café froid. Il n'est pas mort. Il est en suspens. Chaque fois qu'un nouvel enquêteur passe devant, il ralentit sans savoir pourquoi. Une intuition muette. Une sensation de travail inachevé. Et toujours ce même nom qui revient au détour d'une page, comme une ombre mal effacée. Dans le quartier de Saint-André, les habitudes ont repris, mais elles ont changé de texture. Les gens parlent moins, observent plus. Les portes se ferment plus tôt. Les enfants ont grandi avec une consigne simple, ne traîne pas dans l'escalier, ne parle pas aux inconnus, regarde derrière toi. La disparition est devenue un mythe local, une histoire qu'on se raconte à demi-mot, entre deux gorgées de pastis, quand la nuit tombe et que la mémoire se réveille. Certains jurent avoir su dès le premier jour que quelque chose clochait. D'autres affirment aujourd'hui avoir entendu, vu, senti. Des souvenirs reconstruits, contaminés par les années, mais persistants. À l'époque, les enquêteurs avaient tenté de cartographier les derniers instants connus. Les trajets possibles, les rencontres probables, les angles morts. Ils avaient interrogé les commerçants, les chauffeurs de bus, les habitués des bars. Une routine méthodique. Rien. Pas une caméra exploitable. Pas un témoin fiable. La nuit avait avalé les preuves. Et pourtant, une anomalie subsistait, le voisin. Trop proche. Trop silencieux. Trop régulier dans ses réponses. Il n'avait pas changé d'histoire, pas une virgule. Une constance qui rassure parfois, mais qui, dans ce dossier, dérange. Les policiers avaient fouillé son appartement une première fois. Une perquisition standard, rapide, encadrée. Rien de flagrant. Pas de traces évidentes. Pas d'objets suspects. Les murs étaient propres, presque trop. Une odeur persistante de déterge. Un détail noté en marge, sans suite immédiate. À l'époque, les moyens manquaient, la pression médiatique était retombée, d'autres urgences prenaient le dessus. Le voisin avait été laissé tranquille. Pas innocenté, pas inculpé. Simplement rangé dans la catégorie dangereuse des peut-être. Les années suivantes, la ville a changé de visage. Les quais ont été réaménagés, les immeubles rénovés, les loyers ont grimpé. Le quartier lui-même s'est transformé, lentement. De nouveaux habitants sont arrivés, ignorant tout de l'histoire. Les anciens, eux, ont gardé le silence, comme s'ils avaient peur de réveiller quelque chose. Le voisin est resté. Toujours là. Même porte. Même étage. Une anomalie dans un paysage en mutation. Certains disaient qu'il observait trop. Qu'il connaissait les horaires de tout le monde. Qu'il semblait anticiper les mouvements. Des paroles invérifiables, mais répétées. Un jour, bien plus tard, un incident banal ravive la braise. Une plainte pour tapage nocturne. Des cris entendus à travers les murs. La police intervient. Rien de grave. Un malentendu, dit-on. Mais dans le rapport, un agent note une phrase qui fait écho au passé, appartement impeccablement nettoyé. Encore. Toujours cette propreté excessive. Une obsession peut-être. Ou une habitude acquise dans un autre contexte. Le rapport est classé. Mais le dossier ancien, lui, s'ouvre à nouveau, ne serait-ce que pour un instant. Dans les couloirs du commissariat, un enquêteur plus jeune tombe sur l'affaire par hasard.
Il n'était pas là en 1998. Il n'a pas vécu l'épuisement, les fausses pistes, la frustration. Il lit le dossier avec des yeux neufs. Il repère ce que les autres ont fini par ignorer. Les contradictions mineures. Les témoignages négligés. Et surtout, cette proximité troublante entre la disparue et son voisin. Même palier. Même horaire. Une connaissance superficielle, mais inévitable. Trop de hasard concentré dans quelques mètres carrés. Il demande à réentendre certains témoins. Beaucoup ont déménagé. D'autres sont morts. Ceux qui restent hésitent, soupirent, cherchent leurs mots. La peur n'a pas complètement disparu. Certains parlent enfin. De regards insistants. De conversations étranges. D'une sensation persistante de malaise. Rien de concret, encore une fois. Mais l'ensemble commence à former une silhouette floue. Celle d'un homme qui se fond dans le décor tout en contrôlant son environnement. Un homme dont la banalité est peut-être le meilleur camouflage. Le voisin est convoqué à nouveau. Il a vieilli. Ses cheveux ont blanchi. Ses gestes sont plus lents. Mais son discours n'a pas changé. Les mêmes phrases. Les mêmes pauses. Les mêmes silences. Il se montre coopératif, presque soulagé de parler. Il répète qu'il n'a rien à cacher. Qu'il a déjà répondu à toutes les questions. Qu'il est fatigué de cette suspicion permanente. L'enquêteur observe. Note. Compare. Certaines expressions ne collent pas à l'âge qu'il avait à l'époque. Des détails anachroniques. Des souvenirs reformulés avec le vocabulaire du présent. Pendant ce temps, la famille de la disparue n'a jamais cessé de chercher. Elle a écrit des lettres, rencontré des journalistes, sollicité des associations. Chaque nouvelle piste, même fragile, est une bouffée d'air. Mais aussi une torture. Car chaque espoir avorté laisse une cicatrice supplémentaire. Ils connaissent le mot cold case par cœur. Ils savent ce qu'il signifie, des années de silence, des réponses qui ne viennent pas, des nuits sans sommeil. Pourtant, ils refusent d'abandonner. Parce que renoncer serait accepter l'inacceptable. Un élément refait surface, presque par accident. Un ancien carnet de notes. Une annotation oubliée. Une phrase griffonnée lors d'une audition en 1998, bruit sourd, vers 23 heures, provenant du mur mitoyen. À l'époque, cela n'avait rien donné. Trop vague. Trop tard. Mais aujourd'hui, avec le recul, cela prend une autre couleur. Le mur mitoyen. Celui qui sépare deux appartements. Celui derrière lequel un secret peut rester enfermé pendant des années. Les techniciens sont consultés. On parle de travaux, de rénovation, de structures anciennes. On évoque la possibilité de cachettes, de faux plafonds, de conduits. Rien n'est encore décidé. Rien n'est prouvé. Mais le simple fait d'envisager ces hypothèses suffit à relancer la machine. L'affaire n'est plus totalement figée. Elle respire à nouveau. Lentement. Difficilement. Mais elle respire. Dans le quartier, les rumeurs repartent. Les anciens murmurent. Les nouveaux s'inquiètent. Le voisin sent le changement. Son regard se fait plus dur. Ses réponses plus sèches. Il nie toute implication. Il parle de harcèlement. De persécution. Il se dit victime d'une obsession collective. Peut-être a-t-il raison. Peut-être pas. Mais une chose est certaine, le passé n'est plus silencieux. Il frappe à la porte, encore une fois. Marseille, 1998. Une disparition sans trace. Des années plus tard, un malaise persistant. Un voisin trop proche du mystère. Le cold case n'a pas livré ses secrets, mais il a cessé de dormir. Et quand un dossier se réveille, il le fait rarement sans raison. Quelque chose, quelque part, attend d'être mis au jour. Et le temps, cette fois, pourrait ne plus suffire à le cacher. Quand une affaire revient à la surface, ce n'est jamais spectaculaire. Il n'y a pas de sirène, pas de déclaration fracassante. Juste un frémissement. Une agitation discrète. Un dossier qu'on déplace d'une étagère à une table.
À Marseille, le cold case reprend forme par petites touches, presque malgré ceux qui le manipulent. Les enquêteurs savent qu'ils marchent sur une ligne fragile. Trop brusquer, et tout se referme. Trop attendre, et le temps achève ce que l'oubli a commencé. La première décision est simple, en apparence, reprendre depuis le début. Les rapports d'audition, les plans de l'immeuble, les photographies jaunies. Tout est relu, mot par mot. Les phrases banales prennent soudain un autre relief. Les silences deviennent éloquents. Un détail revient sans cesse, comme un tic, l'insistance sur la normalité. Rien à signaler. Aucun bruit particulier. Soirée ordinaire. Trop d'ordinaire pour une nuit où quelqu'un s'est volatilisé. L'immeuble est de nouveau inspecté. Pas officiellement, pas encore. Une visite discrète, sous couvert d'une vérification administrative. Les couloirs n'ont pas changé. La peinture est plus récente, les ampoules plus blanches, mais l'atmosphère est la même. Lourde. Étouffée. Les murs semblent retenir les sons. Un technicien frappe doucement, écoute, frappe encore. Les vibrations se propagent d'un appartement à l'autre. Des espaces morts apparaissent sur les plans. Des zones où le son se perd. Rien d'illégal. Rien de probant. Juste des possibilités. Le voisin observe tout cela depuis sa porte entr'ouverte. Il ne pose pas de questions. Il sourit à peine. Un sourire figé, administratif, celui de quelqu'un qui sait comment se comporter face à l'autorité. Les enquêteurs notent sa posture, son regard, sa respiration. Rien de concret, encore une fois. Mais une tension palpable. Comme si l'air autour de lui était plus dense. Dans les jours qui suivent, les auditions reprennent. Pas celles de 1998. De nouvelles. Des habitants qui n'étaient pas là à l'époque, mais qui ont entendu des choses au fil des ans. Des confidences échangées sur un palier. Des remarques lancées à la va-vite. Un ancien voisin raconte qu'il avait aidé à porter un meuble lourd, une fois, tard le soir, il y a longtemps. Il ne se souvient plus de la date exacte. Il se souvient juste de l'effort, du silence, de l'absence de lumière. Un détail insignifiant, peut-être. Mais noté. Un autre parle d'odeurs étranges, à une époque indéterminée. Pas assez forte pour alerter, juste assez pour déranger. Là encore, rien de vérifiable. La mémoire est un terrain glissant. Les enquêteurs le savent. Ils avancent avec prudence, conscients que chaque mot peut être contaminé par ce que l'on sait aujourd'hui. Mais parfois, même une mémoire déformée pointe dans une direction. Le dossier est présenté à un magistrat. Les termes sont choisis avec soin. On parle de réouverture partielle. De vérification complémentaire. Pas de mise en cause formelle. Pas encore. Le feu vert est donné pour des investigations techniques limitées. Le mot perquisition n'est pas prononcé, mais il flotte dans l'air, comme une menace silencieuse. Pendant ce temps, le voisin change de comportement. Subtilement. Il sort moins. Il parle encore moins. Ses horaires deviennent irréguliers. Certains habitants le croisent tard dans la nuit, d'autres tôt le matin. Toujours seul. Toujours pressé. Il sait. Il sent que quelque chose se resserre autour de lui. Même s'il n'a rien fait, ou s'il a tout fait, la sensation est la même, le passé n'est plus aussi docile. Les enquêteurs explorent une autre piste, longtemps négligée. Les relations. Pas les relations intimes, mais les frictions quotidiennes. Les disputes de palier. Les tensions de voisinage. En 1998, plusieurs signalements avaient été classés sans suite. Des altercations verbales. Des plaintes pour nuisances sonores. Rien de grave. Mais mis bout à bout, ces incidents dessinent un climat. Une proximité conflictuelle. Une promiscuité dangereuse. Un ancien policier, aujourd'hui à la retraite, accepte de parler. Il se souvient de l'affaire. De la frustration. De ce sentiment persistant d'être passé à côté de quelque chose. Il évoque une intuition, jamais formalisée. À l'époque, dit-il, on manquait de temps, de moyens,
de pression médiatique. Aujourd'hui, il regrette certaines décisions. Certains classements hâtifs. Ces paroles n'ont pas de valeur juridique, mais elles alimentent la conviction grandissante que tout n'a pas été fait. La famille de la disparue est informée. Avec des mots prudents. Sans promesse. Ils écoutent, figés. Chaque phrase est un espoir, chaque nuance une torture. Ils savent que rien n'est garanti. Ils savent aussi que c'est peut-être la dernière occasion. Le temps n'est plus leur allié. Les visages ont vieilli. Les forces s'amenuisent. Mais la détermination reste intacte. Une expertise technique est finalement ordonnée. Non invasive. Des capteurs. Des relevés. Des analyses structurelles. Officiellement, il s'agit de sécurité du bâtiment. Officieusement, on cherche autre chose. Des anomalies. Des modifications anciennes. Des zones qui ne correspondent pas au plan d'origine. Le rapport revient, dense, technique, presque incompréhensible pour un profane. Mais une phrase retient l'attention, présence d'éléments non conformes dans le mur mitoyen. Rien de plus. Rien de moins. Le voisin est à nouveau convoqué. Cette fois, l'atmosphère est différente. Les questions sont plus précises. Les silences plus lourds. On lui parle de travaux. De dates. De souvenirs. Il hésite. Corrige. Se contredit légèrement. Pas assez pour l'accuser. Assez pour inquiéter. Son avocat intervient. La séance est écourtée. Le voisin repart, pâle, crispé. Dans le quartier, la tension est palpable. Les gens sentent que quelque chose approche. Les conversations s'interrompent quand un inconnu passe. Les portes se ferment plus vite. La peur, ancienne, remonte à la surface. Pas seulement la peur du crime, mais celle de la vérité. Car la vérité, quand elle surgit après tant d'années, n'épargne personne. Le cold case n'est plus tout à fait froid. Il chauffe lentement, dangereusement. Chaque indice, même fragile, alimente une mécanique longtemps grippée. Et au centre de cette mécanique, toujours le même point fixe. Le même appartement. Le même mur. Le même homme. À Marseille, en 1998, quelqu'un a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, le silence qui a protégé ce secret commence à se fissurer. Et quand un mur commence à parler, il ne chuchote jamais. La décision tombe sans bruit. Pas de conférence de presse. Pas de sirène devant l'immeuble. Juste un document signé, tamponné, rangé dans une chemise grise. Autorisation d'aller plus loin. De regarder derrière ce que les murs montrent. À Marseille, les grandes révélations commencent souvent ainsi, dans le silence administratif, loin des caméras. Les enquêteurs savent que chaque geste compte désormais. Le moindre faux pas pourrait tout faire basculer, refermer la porte pour toujours. L'intervention est programmée à l'aube. Une heure où la ville hésite encore entre la nuit et le jour. Les rues sont presque vides, l'air est froid, chargé d'humidité. Devant l'immeuble, les véhicules banalisés se garent sans éclat. Les techniciens entrent les premiers. Casque, gants, regard concentré. Pas de précipitation. Le voisin est là. Réveillé. Il n'a pas été surpris. Comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. On lui explique la procédure. Vérification technique. Sécurité du bâtiment. Il acquiesce. Trop vite. Trop calmement. Son appartement est ouvert. Les pièces sont toujours aussi propres. Rien n'a changé. Pas de désordre, pas de traces visibles. Une normalité presque agressive. Les techniciens commencent leur travail. Mesure. Détecteur. Onde. Chaque appareil émet des sons discrets, presque imperceptibles. Le voisin observe. Il ne quitte pas la pièce. Son regard suit chaque mouvement. Dans le mur mitoyen, les premières anomalies apparaissent rapidement. Des zones plus denses. Des irrégularités. Des matériaux qui ne correspondent pas à l'époque de construction. Les techniciens échangent des regards.
Note. Recommence. Vérifie. Les résultats se confirment. Quelque chose a été modifié. Quelque chose a été ajouté. Quand? Pourquoi? Le silence devient pesant. Même le voisin cesse de parler. La décision suivante est plus lourde. Il faut ouvrir. Pas tout de suite. Pas sans renfort. Les enquêteurs contactent le magistrat. Les mots sont choisis avec précaution. Incohérence structurelle. Nécessité d'approfondir. L'autorisation arrive quelques heures plus tard. Les outils sont sortis. Marteau. Si. Un bruit sec résonne dans l'appartement. Un bruit qui n'avait pas été entendu depuis des années. Le mur commence à céder. Les premiers morceaux tombent. De la poussière. Des gravats. Rien d'inhabituel. Puis, à mesure que l'ouverture s'élargit, l'air change. Une odeur ancienne. Renfermée. Difficile à définir. Les techniciens s'arrêtent un instant. Se regardent. Continuent. Derrière le mur, un espace apparaît. Étroit. Caché. Un vide qui n'aurait jamais dû être là. Le cœur de l'immeuble bat plus fort. Le voisin recule. Lentement. Ses mains tremblent. Il murmure quelque chose d'inaudible. Les enquêteurs lui demandent de s'asseoir. Il obéit. Son visage est livide. Les techniciens éclairent l'espace avec une lampe. Ce qu'ils voient les oblige à interrompre immédiatement l'intervention. La procédure change de nature. Ce n'est plus une vérification. C'est une découverte. Les renforts arrivent. La police scientifique prend le relais. Les voisins sont évacués, sans explication précise. Dans la cage d'escalier, des murmures. Des regards paniqués. Certains comprennent immédiatement. D'autres refusent d'y croire. Les médias commencent à flairer quelque chose. Des voitures de journalistes apparaissent au bout de la rue. Les téléphones chauffent. Marseille retient son souffle. À l'intérieur, l'espace dissimulé est examiné avec une précision chirurgicale. Des objets. Des tissus. Des éléments qui n'ont rien à faire là. Chaque pièce est photographiée, étiquetée, mise sous scellé. Le temps semble suspendu. Les enquêteurs avancent lentement, conscients de la gravité de ce qu'ils touchent. Chaque geste est lourd de sens. Chaque détail peut être décisif. Le voisin est conduit à l'écart. Il ne parle plus. Son regard est vide. Les questions tombent, mais il ne répond pas. Son avocat est appelé. La procédure suit son cours. Officiellement, rien n'est encore établi. Officieusement, tout a changé. Le cold case n'est plus une abstraction. Il a pris corps. Derrière un mur, à quelques mètres de là où des gens vivaient, dormaient, riaient, un secret est resté enfermé pendant plus de 20 ans. Dans le quartier, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les anciens se souviennent. Les jeunes découvrent. La peur laisse place à autre chose. Une colère sourde. Un sentiment de trahison. Comment cela a-t-il pu se produire ici? Comment n'a-t-on rien vu? Rien entendu? Les questions fusent, sans réponse immédiate. La famille de la disparue est contactée. Les mots sont encore une fois choisis avec une extrême prudence. Découverte importante. Éléments en cours d'analyse. Ils comprennent. Avant même que les phrases soient terminées. L'espoir et l'effroi se mêlent. Car trouver quelque chose, après tant d'années, signifie aussi renoncer définitivement à certaines illusions. À la tombée de la nuit, l'immeuble est bouclé. Les journalistes parlent de rebondissements majeurs. Les titres s'emballent. Cold case de Marseille, une découverte choc. Mais à l'intérieur, loin des flashs, les enquêteurs savent que le plus dur commence. Découvrir n'est qu'une étape. Comprendre est une autre bataille. Et faire parler le silence, après tant d'années, exige un prix que personne n'est prêt à payer sans trembler. Marseille, 1998. Un mur a gardé un secret. En 2020,
il commence enfin à le rendre. Lentement. Brutalement. Et ce qui se cache derrière pourrait bien changer à jamais le visage de cette affaire, et celui de tous ceux qui ont vécu à son ombre. Le lendemain matin, Marseille se réveille avec un poids nouveau sur la poitrine. Les radios parlent des « éléments découverts », les journaux évoquent une « avancée majeure », mais personne n'ose encore prononcer les mots définitifs. Dans les rues autour de l'immeuble, les passants ralentissent, lèvent les yeux, comme si les murs pouvaient encore parler. Les rubans de sécurité claquent dans le vent froid. Derrière eux, une vérité en morceaux attend d'être reconstituée. À l'intérieur, la police scientifique travaille sans relâche. Chaque fragment extrait de l'espace dissimulé est traité comme une relique fragile. Les techniciens avancent lentement, méthodiques, conscients que la moindre erreur pourrait détruire ce que le temps a déjà presque effacé. Les gants changent sans cesse. Les appareils photo crépitent. Les notes s'accumulent. Dans l'air flotte une odeur ancienne, celle des lieux qui n'ont pas vu la lumière depuis trop longtemps. Les premiers éléments sont transportés au laboratoire. Rien n'est annoncé officiellement, mais les visages parlent d'eux-mêmes. Les enquêteurs évitent les regards, se concentrent sur les procédures. Ils savent que ce qu'ils manipulent n'est pas qu'une preuve. C'est une histoire figée, comprimée dans l'obscurité, prête à exploser. Le cold case a franchi un seuil. Il n'est plus seulement une disparition. Il est devenu une scène. Le voisin, lui, est retenu pour audition prolongée. Pas encore en garde à vue formelle, mais le temps joue contre lui. Dans la salle d'interrogatoire, les néons sont trop blancs, trop cruels. Il s'assoit, raide, les mains posées sur la table. Son visage est fermé, comme s'il s'était préparé à ce moment sans jamais y croire vraiment. Les enquêteurs commencent doucement. Des questions simples. Des rappels factuels. Il répond par monosyllabes. Sa voix est basse. Presque absente. On lui parle du mur. Des anomalies. De l'espace caché. Il détourne le regard. Une respiration plus rapide. Un silence trop long. Puis il nie. Il parle de travaux anciens, faits par un précédent propriétaire. Il affirme n'avoir jamais su. Jamais vu. Jamais soupçonné. Les mots sortent mécaniquement, comme appris par cœur. Mais quelque chose s'est fissuré. La maîtrise n'est plus totale. Chaque phrase semble peser des tonnes. Pendant ce temps, les analyses avancent. Les experts tentent de dater, de comprendre, de relier. Les matériaux racontent une histoire. Les couches de poussière, les traces infimes, les fibres oubliées. Tout est comparé, croisé, interprété. Les premières conclusions provisoires tombent, à voix basse, entre spécialistes. Elles ne sont pas encore publiques, mais elles suffisent à glacer l'atmosphère. Ce qui a été trouvé n'est pas récent. Il était là depuis longtemps. Très longtemps. La famille est de nouveau contactée. Cette fois, le ton est différent. Plus grave. Plus lourd. On leur demande de venir. De se préparer. De ne pas venir seul. Les mots sont insuffisants pour décrire ce moment. Ils prennent la route, le cœur battant, oscillant entre la peur de savoir et la terreur de comprendre. Chaque kilomètre est une lutte intérieure. Car au bout du chemin, il n'y aura plus de doute. Seulement une vérité, quelle qu'elle soit. Dans le quartier, les langues se délient. Les voisins parlent aux journalistes, parfois malgré eux. Les souvenirs affluent. Les scènes prennent une autre couleur. Un bruit entendu devient un cri. Une odeur devient un signe. Un regard devient une menace. La mémoire collective se réécrit à la lumière de ce qui a été découvert. Certains se sentent coupables. D'autres en colère. Tous réalisent qu'ils ont vécu, pendant des années, à quelques mètres d'un secret monstrueux. L'interrogatoire se tend. Les enquêteurs changent de stratégie. Ils confrontent le voisin aux contradictions. Aux dates. Aux témoignages. Ils lui montrent des photos, sans tout révéler. Juste assez pour faire comprendre qu'ils savent. Son visage se crispe. Il transpire. Sa respiration devient irrégulière. Il demande une pause.
De l'eau. Son avocat intervient. La séance est suspendue. Mais le mal est fait. La façade s'est fissurée. Les résultats scientifiques continuent d'arriver. Chaque rapport est un coup de massue. Les éléments convergent. Les hypothèses se resserrent. Le dossier, autrefois flou, prend une forme nette, terrible. Les enquêteurs se regardent, conscients qu'ils sont en train de résoudre une affaire qui a hanté la ville pendant plus de 20 ans. Mais la résolution n'apporte pas de soulagement immédiat. Elle apporte un poids. Celui de la réalité. La presse s'emballe. Les titres parlent de « secret macabre », de « voisins suspects », de « vérité enterrée ». Les réseaux sociaux s'enflamment. Les théories circulent. Certaines sont proches de la réalité. D'autres complètement délirantes. Mais une chose est sûre, Marseille ne parle plus que de ça. Le cold case est devenu un choc collectif. Un miroir tendu à la ville. La nuit tombe à nouveau sur l'immeuble. Les lumières restent allumées à l'intérieur. Les enquêteurs travaillent tard. Les pensées tournent en boucle. Chacun sait que le moment approche. Celui où il faudra nommer. Accuser. Confirmer. Mais avant cela, il reste une étape cruciale, faire parler celui qui, pendant toutes ces années, a partagé un mur avec le silence. Marseille, 1998. Une disparition. Marseille, aujourd'hui. Une découverte qui réécrit tout. Le mur a cédé, mais l'énigme n'est pas encore totalement levée. Et dans l'ombre de la salle d'interrogatoire, un homme lutte contre ses propres secrets, conscient que le temps, cette fois, ne joue plus en sa faveur. L'aube suivante arrive sans douceur. Pas de lumière dorée sur le port, pas de répit. Juste un ciel gris, écrasant, comme si la ville refusait de regarder ce qu'elle est en train de découvrir. Dans les couloirs du commissariat, l'air est saturé de fatigue et d'électricité. Les enquêteurs n'ont presque pas dormi. Les dossiers sont ouverts, les écrans allumés, les tasses de café froid s'accumulent. Le cold case est entré dans sa phase la plus dangereuse, celle où tout peut enfin basculer, mais où la moindre erreur peut encore tout détruire. Les résultats scientifiques tombent les uns après les autres, fragmentés, techniques, implacables. Les experts parlent bas, choisissent leurs mots. Ce qui a été trouvé derrière le mur correspond à une présence humaine ancienne. Très ancienne. Les indices temporels convergent vers la fin des années 90. Pas une certitude absolue, mais une cohérence troublante. Le passé, jusque-là flou, commence à prendre une date, une épaisseur, un poids presque insoutenable. Les enquêteurs relisent les procès-verbaux de 1998 avec ces nouvelles données en tête. Chaque phrase devient accusatrice. Chaque omission hurle. Pourquoi ce mur n'a-t-il jamais été ouvert à l'époque ? Pourquoi cette piste a-t-elle été laissée de côté ? Les réponses sont simples et cruelles, manque de preuves, manque de temps, manque de courage parfois. Le système n'est pas fait pour traquer les monstres silencieux. Il est fait pour réagir au bruit. Et cette affaire n'en avait pas fait assez. Le voisin est placé en garde à vue. Cette fois, officiellement. Les mots sont prononcés. Les droits sont énoncés. La porte de la salle d'interrogatoire se referme avec un claquement sec. À l'intérieur, l'atmosphère est lourde, presque étouffante. L'homme est assis, voûté, les épaules tombantes. Il ne ressemble plus à l'ombre discrète du palier. Il ressemble à quelqu'un qui a porté trop longtemps un fardeau invisible. Les premières heures sont un combat d'usure. Les enquêteurs ne cherchent pas la confrontation directe. Ils laissent parler le silence. Ils posent des questions simples, répétitives. Les mêmes faits, encore et encore, sous des angles différents. Le voisin se défend. Il nie. Il se réfugie dans des détails insignifiants. Il parle de solitude, d'incompréhension, de harcèlement médiatique. Il se présente comme une victime d'une erreur judiciaire en gestation. Mais sa voix tremble. Ses mains trahissent une nervosité qu'il ne contrôle plus. On lui montre des éléments matériels. Pas tout. Juste assez pour fissurer ses certitudes. Des photos floues. Des schémas. Des rapports partiels. Il détourne les yeux.
Il demande ce qu'on insinue. Les enquêteurs n'insinuent rien. Ils laissent les faits parler. Et les faits, désormais, ont une voix. À l'extérieur, la pression monte. Les journalistes campent devant le commissariat. Les chaînes d'information en continu spéculent. Les mots « meurtre »,« séquestration »,« dissimulation » circulent sans retenue. La ville est suspendue à une affaire vieille de 20 ans, comme si le présent avait été mis entre parenthèses. Dans les cafés, les conversations sont fébriles. Chacun y va de son hypothèse. Chacun réécrit le passé à sa manière. La famille attend. Dans une pièce à part, loin des caméras. Le temps est suspendu pour eux. Ils savent que la vérité approche, mais ils redoutent sa forme. Car après tant d'années d'incertitude, une certitude, aussi terrible soit-elle, est une violence nouvelle. Ils se regardent, se tiennent la main, tentent de se préparer à l'irréparable. L'interrogatoire prend un tournant inattendu. Le voisin commence à parler, non pas des faits, mais de lui. De sa vie. De son isolement. De son ressentiment. Des années de frustration accumulées dans des murs trop proches. Il évoque des conflits anodins qui, à force de répétition, deviennent des obsessions. Les enquêteurs écoutent. Ils savent que ce type de récit est souvent le prélude à une chute. Quand quelqu'un commence à se justifier émotionnellement, c'est qu'il se rapproche dangereusement de la vérité. Les heures passent. La fatigue s'installe. Les masques tombent. Une phrase, puis une autre, laissent apparaître des fissures béantes. Il corrige ses propos. Se contredit. Revient en arrière. Il parle d'une nuit qui ressemble étrangement à celle de la disparition. D'un bruit. D'une dispute. Puis il se tait brutalement, comme s'il venait de franchir une limite invisible. Les enquêteurs appuient. Doucement. Ils rappellent les éléments. Les dates. Les expertises. Ils parlent du mur. De ce qu'il a caché. Ils ne crient pas. Ils n'accusent pas frontalement. Ils laissent l'homme se débattre avec ses propres mots. Et dans ce combat intérieur, quelque chose cède. À la fin de la garde à vue, rien n'est encore signé. Aucun aveu formel. Mais l'atmosphère a changé. Le déni n'est plus total. La certitude s'installe chez les enquêteurs, ils sont face à quelqu'un qui sait. Qui sait depuis le début. Qui a vécu, pendant plus de 20 ans, à côté d'un secret trop lourd pour être partagé. La nuit tombe à nouveau sur Marseille. Dans les bureaux, les lumières restent allumées. Les enquêteurs savent que le point de non-retour est proche. La vérité n'est plus loin. Elle est là, tapie dans les silences, prête à surgir au moindre faux pas. Et quand elle émergera, elle ne laissera derrière elle que des ruines émotionnelles. Marseille, 1998. Une disparition étouffée. Marseille, aujourd'hui. Un homme face à ses propres ténèbres. Le cold case approche de son cœur noir, là où les justifications s'effondrent et où il ne reste plus qu'une question, brutale, sans échappatoire. Pourquoi ? La bascule ne se fait jamais dans le fracas. Elle arrive dans un moment presque banal, quand la fatigue a rongé les défenses et que le silence devient plus dangereux que les mots. Dans la salle d'interrogatoire, l'horloge murale avance trop lentement. Chaque tic-tac est une pression supplémentaire. Le voisin fixe la table, comme s'il pouvait y trouver une issue. Les enquêteurs ne parlent plus. Ils attendent. Ils savent que ce vide est une arme. Ils inspirent profondément. Une fois. Puis une deuxième. Sa voix, quand elle revient, est différente. Plus rauque. Moins maîtrisée. Il commence par corriger un détail insignifiant. Une heure. Un souvenir mal formulé. Rien de capital en apparence. Mais ce geste est lourd de sens. C'est la première concession. La première pierre retirée d'un mur intérieur qui tenait encore debout. Les enquêteurs ne le coupent pas. Ils le laissent dérouler. Ils parlent de cette nuit-là comme on parle d'un cauchemar récurrent. Par fragments. Par images floues. Il décrit la fatigue, l'irritation, la chaleur étouffante de l'appartement. Il évoque une discussion qui dégénère. Des mots trop forts.
Des reproches accumulés. Il s'arrête souvent, comme surpris par ce qu'il est en train de dire. Chaque pause est un combat contre lui-même. Quand il prononce enfin son prénom, la pièce se fige. Pas celui de la disparue, pas encore. Le sien. Comme pour se rappeler qu'il est au centre de cette histoire. Qu'il ne peut plus se cacher derrière des généralités. Il parle de solitude, encore. Mais cette fois, ce n'est plus une plainte. C'est une justification maladroite. Une tentative de donner du sens à l'inacceptable. Les enquêteurs resserrent l'étau. Ils rappellent calmement les faits. Les expertises. Les incohérences. Ils ne crient pas. Ils ne menacent pas. Leur voix est posée, presque compatissante. Ils savent que la colère ferait reculer, là où la compréhension apparente peut faire avancer. Le voisin écoute, hoche la tête, puis laisse échapper une phrase qu'il ne pourra plus reprendre. Une phrase qui lie définitivement cette nuit de 1998 à l'espace derrière le mur. À cet instant précis, tout change. Ce n'est pas un aveu formel, pas encore. Mais c'est un point de non-retour. Les mots sont là. Ils flottent dans l'air, lourds, irréversibles. Le voisin se rend compte trop tard qu'il a franchi une limite. Son visage se ferme. Il tente de se rétracter. De reformuler. Mais la mécanique est lancée. La garde à vue est prolongée. Les procureurs sont informés. Les échanges deviennent plus techniques, plus précis. On parle de gestes. De chronologie. De ce qui a été fait, et surtout de ce qui n'a pas été dit pendant 20 ans. Chaque réponse est confrontée aux éléments matériels. Les contradictions s'accumulent. Les justifications s'effondrent les unes après les autres. Pendant ce temps, au laboratoire, les analyses atteignent un stade décisif. Les experts confirment ce que tout le monde redoutait et attendait à la fois. Les éléments découverts derrière le mur appartiennent bien à la disparue. Les délais, les caractéristiques, tout converge. Le doute, dernier refuge de l'espoir, disparaît. La disparition devient officiellement une mort. Et avec elle, la possibilité du retour s'éteint définitivement. La famille est prévenue. Cette fois, il n'y a plus de précautions oratoires. Plus de phrases vagues. La vérité est dite. Brutalement. Les larmes viennent, ou pas. Certains restent figés. D'autres s'effondrent. Chacun réagit à sa manière. Mais tous comprennent que leur vie vient de se scinder en deux, avant cette confirmation, et après. Le deuil, suspendu pendant des décennies, s'impose enfin, violent, incontrôlable. À l'extérieur, la nouvelle éclate. Les médias parlent désormais de meurtre. Les titres sont sans détour. Cold case résolu. Le voisin au cœur du drame. La ville est secouée. Certains ressentent un soulagement coupable. D'autres une rage sourde. Comment cela a-t-il pu durer si longtemps? Comment un homme a-t-il pu vivre, année après année, avec un tel secret à quelques centimètres de ses voisins? Dans la salle d'interrogatoire, le voisin est épuisé. Les heures ont effacé toute résistance. Il regarde enfin les enquêteurs droit dans les yeux. Il ne nie plus totalement. Il nuance. Il explique. Il tente de transformer l'irréparable en accident, en enchaînement malheureux. Les enquêteurs écoutent, enregistrent, notent. Ils savent que la justice tranchera. Leur rôle, désormais, est de comprendre, de documenter, de laisser une trace claire là où il n'y avait que des ombres. La nuit tombe encore sur Marseille. Mais ce n'est plus la même nuit. Le secret est sorti de sa cache. Le mur n'est plus qu'un amas de gravats. Et derrière lui, une histoire qui va désormais être disséquée, jugée, racontée. Le cold case touche à sa vérité, mais cette vérité n'apporte ni paix immédiate ni victoire. Elle apporte une certitude terrible. Pendant plus de 20 ans, le mal a vécu à découvert, protégé par le silence et l'indifférence. Marseille, 1998. Une disparition étouffée par le temps. Marseille, aujourd'hui. Une vérité trop lourde pour être ignorée. Et au centre de ce vertige, un voisin ordinaire, désormais prisonnier d'un secret qu'il n'a jamais su enterrer complètement.
La vérité, une fois exposée, ne s'impose jamais comme une évidence apaisante. Elle s'infiltre. Elle ronge. Elle transforme chaque détail du quotidien en rappel silencieux. À Marseille, l'annonce officielle ne provoque pas d'explosion de colère immédiate. Elle déclenche autre chose, plus sourd, plus profond. Un malaise collectif. Comme si toute une ville venait de comprendre qu'elle avait vécu trop longtemps à côté d'un mensonge soigneusement entretenu. Dans le quartier de Saint-André, l'immeuble devient un point de fixation. Les journalistes s'y relaient jour et nuit. Les voisins sont sollicités, interrogés, parfois harcelés. Certains parlent, la voix tremblante, cherchant à se dédouaner. D'autres se murent dans le silence, incapables d'assumer ce qu'ils n'ont pas vu, ou ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Chaque témoignage reconstruit le passé à la lumière de l'horreur. Un bruit autrefois insignifiant devient un avertissement ignoré. Une odeur fugace devient un signe manqué. La mémoire se recompose, douloureusement. À l'intérieur de l'immeuble, l'atmosphère est lourde. Les habitants marchent plus vite dans les couloirs, évitent les regards. La porte scellée de l'appartement attire l'œil comme une cicatrice mal refermée. Les murs, désormais éventrés, semblent observer ceux qui passent. Certains affirment ne plus pouvoir dormir. D'autres jurent entendre encore des bruits qui n'existent plus. Le lieu est contaminé par ce qu'il a caché. Et chacun sait que rien ne le rendra jamais totalement neutre à nouveau. Au commissariat, le travail continue, méthodique, implacable. Les enquêteurs n'ont plus le luxe de l'intuition. Ils doivent désormais bâtir un dossier inattaquable. Les aveux partiels sont décortiqués. Les silences sont analysés autant que les mots. Chaque déclaration du voisin est confrontée aux éléments matériels, aux expertises, aux témoignages anciens et récents. La chronologie se resserre. Les marges d'erreur disparaissent. Le voisin, désormais pleinement conscient de l'étau qui se referme, tente de reprendre le contrôle du récit. Il parle de panique, encore et encore. Il décrit une situation qui lui aurait échappé, un enchaînement rapide, irréversible. Il insiste sur l'absence d'intention initiale. Il refuse les mots qui condamnent avant même le procès. Les enquêteurs écoutent sans réagir, sachant que ce combat sémantique est révélateur. Car ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont pas besoin de redéfinir les mots. Les experts médico-légaux apportent des éléments supplémentaires. Les délais. Les conditions de conservation. Les traces laissées par le temps. Chaque conclusion est froide, clinique, dénuée d'émotion. Et pourtant, chacune d'elles rapproche un peu plus la disparition de son aboutissement tragique. Le doute n'est plus possible. Ce qui était resté caché derrière un mur n'était pas un accident figé, mais le résultat d'un acte dont les conséquences ont été assumées, dissimulées, prolongées pendant des décennies. La famille est de nouveau appelée. Cette fois, il ne s'agit plus d'informer, mais de préparer. Préparer à l'exposition médiatique. Préparer aux audiences à venir. Préparer à entendre, un jour, les détails qu'aucun proche ne devrait jamais entendre. Ils écoutent, en silence. Certains prennent des notes. D'autres fixent le sol. Tous savent que la vérité complète, celle qui approche, sera plus violente encore que l'attente. Dans la ville, le débat s'installe. On parle de responsabilité collective. De ratés institutionnels. De cette frontière floue entre la vigilance et l'indifférence. Comment un homme a-t-il pu dissimuler un tel secret aussi longtemps ? Comment les procédures ont-elles pu échouer à ce point ? Les questions se multiplient, mais les réponses sont inconfortables. Elles impliquent le hasard, la fatigue des services, l'imperfection humaine. Rien de spectaculaire. Juste une accumulation de renoncements. Le voisin est transféré. Les images circulent. Un homme vieilli, fatigué, encadré par les forces de l'ordre. Certains cherchent sur son visage un monstre. Ils n'y trouvent qu'un homme ordinaire, et cette banalité dérange plus que tout. Car elle rappelle une vérité insupportable, l'horreur ne porte pas toujours de signes distinctifs. Elles se font parfois parfaitement dans le décor. À mesure que l'affaire progresse, un sentiment étrange s'installe. Ce n'est pas seulement la résolution d'un cold case. C'est la fin brutale d'un déni collectif.
Le mur a été ouvert, mais ce qu'il révèle dépasse largement l'espace qu'il dissimulait. Il révèle une époque, un système, une série de silences entremêlés qui ont permis à la vérité de rester enterrée. La nuit tombe sur Marseille. Les caméras continuent de filmer. Les commentaires se succèdent. Mais dans les appartements, loin des écrans, les habitants repensent aux années passées, aux visages croisés, aux salutations banales sur le palier. Ils comprennent que le passé ne disparaît jamais vraiment. Il attend. Patience froide. Et quand il revient, il exige d'être regardé en face. Marseille, 1998. Une disparition devenue un secret de pierre. Marseille, aujourd'hui. Une ville confrontée à ce qu'elle a laissé s'installer dans ses murs. Le cold case avance vers sa conclusion judiciaire, mais son impact, lui, ne connaîtra pas de véritable fin. Quand l'affaire entre dans la phase judiciaire, le tempo change. Tout ralentit en surface, alors qu'en profondeur la pression devient écrasante. À Marseille, le mot instruction circule désormais dans toutes les conversations. Il sonne froid, technique, presque rassurant pour certains. Mais pour ceux qui vivent au cœur du dossier, il signifie autre chose. Chaque geste, chaque mot, chaque souvenir va être disséqué, retourné, mis à nu sans ménagement. Le juge reprend tout depuis le début. La disparition. Les premières heures. Les décisions prises, et celles qui ne l'ont pas été. Les rapports de 1998 ressortent, à noter de nouvelles remarques, comparées aux expertises récentes. Ce qui n'était qu'une intuition devient une question officielle. Ce qui était une rumeur devient une hypothèse de travail. La machine judiciaire avance lentement, mais elle avance avec une logique implacable. Le voisin est désormais mis en examen. Le terme claque comme une sentence provisoire. Il est confronté aux faits, aux dates, aux preuves matérielles. Il ne peut plus se réfugier dans le flou. Ses déclarations sont consignées, figées, prêtes à être confrontées à celles des autres. Chaque contradiction est relevée. Chaque nuance est interprétée. Il comprend que le récit qu'il tente encore de contrôler ne lui appartient plus. Les reconstitutions commencent. Pas sur les lieux, pas encore. Sur le papier, d'abord. Des schémas. Des plans. Des chronologies. Les enquêteurs reconstruisent la nuit de 1998 minute par minute. Les déplacements. Les silences. Les moments où personne ne peut dire ce qui s'est réellement passé. Les experts interviennent, évaluent les durées, les possibilités, les gestes nécessaires pour dissimuler ce qu'il a été. Tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Le voisin assiste à certaines de ces confrontations. Il écoute, tendu. Parfois, il intervient pour corriger un détail. Un détail qui, aussitôt, attire l'attention. Comment peut-il être si précis après tant d'années? Comment se souvient-il de ce qui n'aurait pas dû le concerner? Chaque précision supplémentaire l'enferme un peu plus dans un récit dont il ne maîtrise plus les conséquences. La famille de la disparue est entendue à son tour. L'audition est éprouvante. Ils doivent raconter, encore une fois, l'attente, l'angoisse, les années suspendues. Ils doivent répondre à des questions qui réveillent des blessures jamais refermées. Les dates, les habitudes, les dernières paroles échangées. Tout est consigné, froidement. Mais derrière chaque mot, il y a une vie arrêtée nette, un futur qui n'a jamais existé. À l'extérieur, la ville commence à se lasser de l'emballement médiatique, mais pas de l'affaire. Les conversations se font plus graves, moins sensationnalistes. On parle de responsabilité. De cette frontière fragile entre le hasard et la négligence. Les plus anciens se souviennent d'autres affaires oubliées, d'autres silences trop longs. Le cold case devient un symbole. Pas seulement d'un crime, mais d'un système qui a laissé faire. Le juge ordonne une reconstitution partielle sur les lieux. L'immeuble est bouclé une nouvelle fois. Les habitants sont prévenus à l'avance. Certains préfèrent partir. D'autres restent, figés derrière leurs fenêtres. Le voisin est présent, encadré. Il marche dans les couloirs qu'il connaît par cœur. Chaque pas résonne différemment. Les murs ne sont plus neutres. Ils sont devenus des témoins muets. On lui demande de montrer. De décrire.
de préciser. Il hésite. Parfois, il s'arrête, comme si son corps refusait d'avancer là où son esprit a vécu trop longtemps. Les enquêteurs observent tout, la posture, les gestes, les silences. Rien n'est laissé à l'interprétation pure. Tout est filmé, enregistré, archivé. Le passé est rejoué, sans possibilité de couper. À mesure que la reconstitution avance, les incohérences se réduisent. Les zones d'ombre se resserrent. Il n'y a plus de place pour une version alternative crédible. Le scénario qui se dessine est brutal dans sa simplicité. Une dispute. Une perte de contrôle. Une décision prise dans la panique. Puis une autre, plus froide, plus réfléchie, cachée. Attendre. Se taire. Vivre avec. Le voisin s'effondre par moments. Pas en larmes spectaculaires. En silence lourd. En regard fuyant. En phrases inachevées. Il comprend que le récit officiel est presque achevé, avec ou sans son accord. Sa voix n'est plus qu'un élément parmi d'autres. Le dossier est désormais plus fort que lui. Dans les jours qui suivent, les conclusions provisoires sont rédigées. Elles circulent entre magistrats, avocats, experts. Le mot prescription est évoqué, puis écarté pour certains faits. Le débat est technique, juridique, impitoyable. La justice avance sur une ligne étroite, consciente de l'attente immense qu'elle porte. Il ne s'agit plus seulement de juger un homme, mais de répondre à 20 ans de silence. La famille attend, encore. Mais cette attente n'a plus la même saveur. Elle est lourde, définitive. Ils savent désormais ce qui s'est passé, même si tous les détails ne sont pas encore publics. Le doute a disparu. Il ne reste que la douleur brute, et une question lancinante, comment vivre après la vérité ? Marseille, 1998. Une nuit de trop. Marseille, aujourd'hui. Une justice qui tente de recoller les morceaux d'un passé brisé. Le cold case s'approche de son épilogue judiciaire, mais chaque avancée rappelle une réalité implacable. Certaines vérités arrivent trop tard pour réparer, mais jamais trop tard pour hanter. Le temps judiciaire n'a rien de spectaculaire. Il s'étire, méthodique, presque cruel dans sa lenteur. Après le choc des révélations, après la sidération collective, vient une phase plus froide, plus implacable encore. À Marseille, l'affaire n'est plus seulement un cold case résolu. Elle est devenue un poids quotidien pour tous ceux qui y sont liés. Chaque journée ajoute une couche de tension supplémentaire, comme si la ville retenait son souffle en attendant un verdict qui ne pourra jamais réparer ce qui a été détruit. Dans les bureaux du juge d'instruction, les dossiers s'empilent. Les conclusions intermédiaires s'affinent. Chaque expert est réentendu, chaque point contesté. Les avocats s'affrontent à coups d'arguments techniques, de mots choisis, de silences calculés. On parle de qualification pénale, de circonstances aggravantes, de temporalité des faits. Des termes abstraits pour décrire une réalité d'une violence extrême. Le droit tente de mettre de l'ordre dans l'irréparable. Le voisin est transféré dans un établissement pénitentiaire en attente de la suite de la procédure. Les images de son arrivée circulent brièvement, puis disparaissent. L'opinion publique se lasse du visage, mais pas de l'histoire. Lui, désormais privé de contrôle, découvre une autre forme de solitude. Les murs ne sont plus ceux qu'il a construits pour cacher un secret, mais ceux qui le séparent définitivement du monde extérieur. Dans sa cellule, le silence est différent. Il n'est plus protecteur. Il est accusateur. Les auditions se poursuivent. Les proches, les anciens voisins, les policiers de l'époque sont appelés à témoigner. Certains revivent avec amertume les choix faits 20 ans plus tôt. D'autres tentent de se défendre, d'expliquer le contexte, le manque de moyens, la pression d'autres urgences. Les mots on ne savait pas et on ne pouvait pas reviennent souvent. Ils sonnent creux face à la matérialité des faits désormais établis. La famille de la victime est au centre de cette phase, malgré elle. Chaque audience préparatoire est une épreuve. Ils entendent, encore et encore, la chronologie de la disparition, les hypothèses, les descriptions techniques. Ce qui était autrefois une absence abstraite devient une succession d'actes précis. Et chaque précision est une blessure nouvelle.
Ils apprennent des détails qu'ils n'avaient jamais imaginés et qu'ils n'auraient jamais voulu connaître. Dans le quartier, la vie reprend lentement, mais elle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Certains appartements sont restés vides. D'autres ont changé d'occupants. Les anciens habitants croisent parfois les nouveaux, sans savoir quoi dire. L'immeuble porte désormais une réputation, une histoire que personne n'a choisie. Les murs ont été réparés, repeints, mais ils restent marqués symboliquement. Le lieu est devenu un point de repère sinistre, cité à chaque nouvelle étape de l'affaire. Les médias, plus discrets qu'au début, continuent de suivre le dossier. Les articles sont plus longs, plus analytiques. On parle de défaillance collective, de lenteur institutionnelle, de ces crimes silencieux qui passent entre les mailles du filet. L'affaire de Marseille devient un cas d'école, étudié, commenté, disséqué. Elle dépasse désormais le cadre local. Elle interroge la manière dont une société traite ses absences. Le voisin, de son côté, commence à mesurer l'ampleur de ce qui l'attend. Les discussions avec ses avocats sont tendues. On évoque les stratégies possibles, les reconnaissances partielles, les lignes de défense encore envisageables. Mais au fond, tout le monde sait que l'essentiel est déjà écrit. Les preuves sont là. Le récit est presque complet. Il ne reste plus qu'à le confronter publiquement, dans la lumière crue d'un tribunal. À mesure que la date du procès se rapproche, une étrange fatigue s'empare de tous les acteurs. Une lassitude profonde, née de l'accumulation de souffrances, de tensions, de nuits sans sommeil. Pourtant, personne ne peut se permettre de relâcher l'attention. Chaque détail compte encore. Chaque mot peut faire basculer une interprétation, une qualification, une peine. La famille se prépare à affronter ce moment ultime. Ils savent que le procès ne leur rendra rien. Ni le temps perdu, ni les années d'attente, ni les souvenirs qui n'ont jamais pu se créer. Mais ils espèrent autre chose. Une reconnaissance officielle. Une vérité dite à voix haute. Une fin, au moins symbolique, à cette errance imposée. Marseille observe. Moins bruyamment qu'au début, mais avec une intensité intacte. La ville sait que ce procès ne jugera pas seulement un homme, mais une époque entière. Une manière de détourner le regard. Une accumulation de silences qui ont permis à l'horreur de rester cachée si longtemps. Marseille, 1998. Une nuit effacée. Marseille, aujourd'hui. Une justice qui avance, lourde, imparfaite, mais déterminée. Le cold case approche de son ultime confrontation, celle où les mots ne suffiront plus et où il faudra, enfin, regarder en face ce que le silence a protégé pendant plus de 20 ans. Le jour du verdict arrive sans solennité apparente. Pas de ciel dramatique, pas de signe avant-coureur. Juste une date inscrite sur un calendrier, attendue pendant des années sans jamais être imaginée. À Marseille, le palais de justice ouvre ses portes comme chaque matin, indifférent en apparence à ce qui va s'y jouer. Pourtant, à l'intérieur, l'air est plus lourd, chargé de tout ce que cette affaire a accumulé de silence, de retard, de vie suspendue. La salle est pleine. Trop pleine. Des journalistes, des anonymes, des visages tendus. La famille est là, assise ensemble, comme un bloc fragile. Certains ont vieilli prématurément. D'autres semblent figés à l'âge de la disparition, incapables d'avancer complètement. Leurs regards sont droits, mais fatigués. Ils ne cherchent plus l'espoir. Ils attendent une fin. Une phrase. Une reconnaissance officielle de ce qu'ils savent déjà. Le voisin est amené à la barre. Il n'a plus rien de l'homme discret du palier. Le temps, la détention, l'exposition ont fait leur œuvre. Son regard est terne, vidé. Quand il parle, sa voix est plate, presque administrative. Il répète les mêmes éléments, les mêmes justifications. La panique. L'instant. L'erreur irréparable. Il tente encore, jusqu'au bout, de contenir l'horreur dans un cadre acceptable. Mais les mots ne suffisent plus. Ils ne suffisent jamais. Les faits sont rappelés. Longuement. Méthodiquement. La disparition. Les premières heures. Les manquements. Les années de silence. Puis la découverte derrière le mur. Chaque étape est énoncée sans emphase, comme une litanie froide.
Pourtant, chaque phrase frappe la salle avec la violence d'un coup porté trop tard. Les images mentales s'imposent, impossible à chasser. Quand vient le moment de la qualification finale, le silence est total. Le tribunal tranche. Les mots tombent, clairs, définitifs. Coupable. Responsable. Condamné. La peine est prononcée. Elle est lourde, mais elle ne pèse rien face aux années perdues. Dans la salle, personne ne se lève. Personne n'applaudit. Il n'y a pas de victoire ici. Seulement une fin administrative à une tragédie humaine. La famille écoute sans réagir immédiatement. Puis les larmes viennent. Ou pas. Certains ferment les yeux. D'autres regardent droit devant eux. Le verdict ne leur rend rien, mais il met un terme à l'attente. Et cette fin, aussi brutale soit-elle, leur permet enfin de poser un mot sur ce qu'ils ont vécu. Ce n'était pas une disparition mystérieuse. C'était un crime. Et ce crime a un responsable reconnu. À l'extérieur, les journalistes livrent leurs analyses. Ils parlent de symboles. De justice tardive. De leçons collectives. Mais pour ceux qui quittent le palais de justice en silence, ces mots n'ont que peu de valeur. Ils repartent avec une certitude lourde, définitive. Pendant plus de 20 ans, la vérité était là, à quelques centimètres, enfermée derrière un mur, protégée par l'habitude, la routine, l'indifférence. Dans le quartier de Saint-André, l'immeuble retrouve une forme de calme. Les rubans ont disparu. Les caméras aussi. Mais rien n'est comme avant. Les murs ont été réparés, repeints, mais le lieu reste marqué. Ceux qui y vivent savent désormais ce qui s'y est joué. Et ceux qui y passeront un jour ressentiront peut-être, sans savoir pourquoi, une gêne sourde, inexplicable. La ville, elle, continue. Marseille a vu d'autres drames, en verra encore. Mais cette affaire laisse une trace particulière. Parce qu'elle rappelle une vérité dérangeante, les crimes les plus durables ne sont pas toujours ceux qui font du bruit. Ce sont ceux qui s'installent dans le silence, dans la proximité, dans le quotidien. Ceux que l'on refuse de regarder en face. Le cold case est officiellement clos. Les dossiers sont archivés. Les procédures terminées. Mais l'histoire, elle, ne s'efface pas. Elle circule désormais sous forme de murmures, de mise en garde, de mémoire collective. Elle s'inscrit dans les conversations tardives, dans les regards méfiants, dans cette vigilance nouvelle qui naît parfois trop tard. Marseille, 1998. Une femme disparaît à quelques mètres de chez elle. Marseille, plus de 20 ans plus tard. La vérité sort enfin du mur qui l'a étouffée. Entre ces deux dates, il y a une vie volée, des années de doute, et un secret trop lourd pour ne pas laisser de cicatrices. Et même lorsque la justice a parlé, même lorsque les portes se referment, il reste cette question, suspendue, impossible à ignorer: combien d'autres vérités, encore aujourd'hui, attendent derrière des murs trop silencieux pour être entendues?